Bonjour, peut-on encore gagner la guerre des fake news? Grande question. Avant d'introduire ce panel, je voudrais dire quelques mots sur les intervenants et sur le sujet et vous expliquer un petit peu le déroulé en prenant l'un des micros. J'espère que c'est bon. On a ici 4 stars du monde de l'audiovisuel français et un grand observateur. Le monde de l'audiovisuel est bien représenté par 2 représentants de France Info, qui sont Antoine Krempf ici et Julien Pin ici. Nous avons également Antoine Baillet de l'INA et Nathalie Gallet de France Télévisions. Gallet, pardon. Et nous avons également Rudi Rajtak, qui est un observateur qui a écrit un livre que je vous conseille sur l'opium des imbéciles. Et il est également directeur de Conspiracy Watch. Le sujet, je ne vais pas en dire grand-chose parce que le contexte est assez évident. Il est clair qu'on a tous présent à l'esprit la montée des fake news, la montée concomitante du populisme, ce qui s'est passé de très grave au début de l'année à Washington. Plus récemment, on a eu la semaine dernière à nouveau une série de scandales autour de Facebook. Et puis surtout, on a pour l'an prochain la perspective des présidentielles dans lesquelles les fake news ont joué un rôle la fois précédente, ce qui pourrait se produire à nouveau. Avant de passer la parole aux intervenants qui sont ici, je voudrais profiter du fait qu'on est ensemble. Finalement, on a un événement hybride avec des gens dans la salle qui sont d'ailleurs probablement aussi des professionnels des médias ou des experts. Et puis je salue également les gens qui nous regardent en ligne et je les invite à poser des questions sur le chat qui est disponible, questions dont je m'inspirerai aussi. Donc avant de passer la parole aux panélistes, je voudrais utiliser un moyen très low-tech de prendre la température de cette salle et vous poser 4 petites questions à main levée sans aucune prétention scientifique. Eh bien, d'abord, répondons à la question, avant même les autres. Qui pense qu'on peut effectivement gagner la guerre contre les fake news? Très bien, c'est encourageant. Deuxième question. Qui pense que la France fait mieux sur ce point que d'autres pays comparables? Bon, il vous reste à nous convaincre, vu la quantité d'initiatives excellentes qui sont prises dans l'audiovisuel public français. Qui pense que l'audiovisuel public, financé sur fonds publics, peut aussi inspirer les médias privés? Nous sommes reçus par les Échos, c'est le moment d'en parler. Très bien, il peut y avoir un rôle d'entraînement. Enfin, dernière question, et je vais en profiter pour dire quelque chose sur mon propre background. Je suis fondateur du média spécialisé Euractiv sur les politiques européennes. Et je m'occupe du think tank Europe's Media Lab. Et donc, si vous voulez, je suis dans la sphère européenne et réglementaire en essayant de rééquilibrer le marché entre les grandes plateformes américaines et les médias. Et bien justement, qui pense que, concernant Google, Facebook et leurs diverses incarnations, qui pense qu'on devrait mieux réglementer leurs algorithmes? Voilà, je vois un grand soutien dans la salle. Et on verra s'il y a des questions à ce sujet sur le chat. Eh bien, passons maintenant au premier tour d'intervention dans ce panel. Il y aura un deuxième tour après avoir donné la parole à la salle et après avoir lu les questions qui pourraient arriver sur le chat. Et je voudrais commencer par Antoine Baillet, donc directeur éditorial des éditions numériques à l'INA. Eh bien, commençons par une réponse courte à la question. Pensez-vous qu'on peut effectivement gagner cette guerre des fake news? Je suis totalement convaincu. Les réseaux sociaux ont moins de 30 ans. Ils sont nés en 97. La bataille de la régulation et de la réglementation sur les autres médias a pris du temps. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui évidemment le principal pourvoyeur de fausses informations, mais on est encore dans l'adolescence, quelque part, des réseaux sociaux. Je vous renvoie également à un temps où, globalement, avant l'année 2016,
on était un petit peu tous très enthousiastes vis-à-vis des réseaux sociaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce moment-là. Évidemment, aujourd'hui, le tableau, il est noir, on va s'en parler, mais il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Alors, vous faites des choses dans cette direction. Avant de passer la parole à Nathalie Gallet, qui utilise vos productions, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Ina Signature ? Absolument. Alors effectivement, c'est un outil avec lequel on travaille avec France Télévisions dans le cadre du projet Les Révélateurs. Signature, c'est un outil qui a été développé par la recherche, le service de la recherche de l'INA, pour détecter tout simplement des copies de vidéos. C'est au départ un service qu'on a principalement offert à des ayants droit. On travaillait avec des ayants droit qui souhaitaient voir et tracer l'utilisation de vidéos à divers endroits. Et depuis quelques mois, on travaille dans un contexte beaucoup plus éditorial cette fois, avec l'idée de réussir. C'est en cours, c'est un travail qu'on espère aussi pouvoir généraliser dans la foulée. Donc l'idée est très simple, c'est réussir à, une fois qu'une vidéo a été certifiée, vraie, fausse, par un travail éditorial fait par la rédaction et les journalistes de France Télévisions, se dire qu'on détecte les utilisations qui sont éventuellement vraies ou fausses de cette vidéo. C'est donc une manière de s'appuyer sur la technologie sans se dire que c'est une réponse et que c'est la technologie qui va permettre de solutionner ce débat sur les fake news. Mais on peut s'appuyer sur certaines initiatives et ça en fait partie. Alors, c'est l'une des initiatives importantes. Il y en a d'autres dans l'audiovisuel. J'aimerais vous titiller un petit peu concernant l'impact de ces initiatives. Il y a 4 ans, je faisais partie du groupe d'experts de haut niveau de l'Union européenne sur les fake news. On a espéré avoir des changements importants dans ce domaine avec la coopération des médias et des plateformes. Mais on s'est rendu compte qu'au fond, la vérification, le debunking, etc., c'était un peu un cottage industry. C'était encore un petit peu artisanal. Clairement, vous mettez des moyens techniques importants maintenant. Mais qu'en est-il de l'impact ? L'impact de ces détections, quel est-il, par exemple, chez France Télévisions ? Bon, et déjà, il a fallu s'organiser autour des méthodes de vérification de l'image. Là, on parle bien en debunking image, parce que tout ce qui est fact-checking en général, ça fait partie de l'ADN du journaliste. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être pas aussi compliqué, on va dire, technologiquement, que vérifier de l'image. Donc, aujourd'hui, il a déjà fallu développer un projet avec des gens qui savaient extrêmement bien faire de la vérification d'images avec les technologies, notamment celle de l'INA. Et ensuite, à partir du moment où on a les compétences et les gens qui vont pouvoir répondre assez rapidement et plus facilement à des vérifications et du debunking d'images, à ce moment-là, l'impact, il est extrêmement visible, notamment sur nos antennes à France Télévisions, puisque aujourd'hui, on a entre 5 et une vingtaine de demandes au service des révélateurs, donc ces personnes qui vérifient les images par jour, donc pour pouvoir mettre à l'antenne, que ce soit les réseaux sociaux, le site France Info, que ce soit les antennes télé, des images vérifiées. Donc l'impact, il a été très rapide en fait. D'accord, ça c'est l'impact principalement sur vos propres plateformes. On sait très bien qu'aujourd'hui, le public est abreuvé d'informations sur les médias sociaux. Qu'en est-il de l'impact au-delà de vos propres plateformes et comment est-ce qu'on pourrait le maximiser ? Alors pour l'instant, le premier impact pour le public, c'est d'être sûr et certain d'avoir des images vérifiées encore plus qu'avant sur nos antennes. Ensuite, on vient de commencer. Le projet des révélateurs, il a débuté en septembre. Donc pour l'instant, l'ambition première est de pouvoir fournir des images vérifiées via nos antennes. À partir de 2022, on voudra, on pourra, on a cette ambition en tout cas de vérifier des images à la demande du public. Donc l'impact sera plus général effectivement, puisque l'idée ce sera d'aider le public à y voir clair, notamment en vérification d'images. Merci Nathalie. On va se tourner effectivement vers Julien. Julien, vous êtes rédacteur en chef chez France Info et présentateur de l'émission phare Vrai ou Fake. Je voudrais commencer par une question
fondamentale, presque conceptuelle. Comment faire pour toucher les gens qui ne sont pas convaincus? Comment toucher la sphère qui est difficile d'accès à des informations factuelles? Ça revient à la question de l'impact, en fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on est fact-checker. Il y a encore eu un article du Monde il n'y a pas longtemps qui était intéressant sur quel impact on peut avoir. Nous, quand on est journaliste et qu'on se bat contre la désinformation, c'est pas comme si c'était juste pour publier des articles sur Internet ou faire des émissions de télé. On a vraiment le sentiment qu'on a envie d'impacter, dans le sens où on a envie de faire diminuer cette désinformation et on a envie de convaincre aussi des gens. Et la question de l'impact, elle est importante. Et effectivement, on sait que, par exemple, mon émission Vrai ou Fake, je doute qu'il y ait beaucoup de gens vraiment adeptes de la désinformation. Vous savez, ces gens sur Internet qui publient beaucoup de fausses informations, Rudu, tu les connais aussi bien que moi. Je doute que ces gens-là se mettent devant France Info, regardent mon émission et se disent « Ah, il avait raison, ce journaliste, j'avais mal jugé les journalistes et finalement, je vais suivre ce qu'il raconte. » Ça ne marche pas comme ça. Donc effectivement, il y a deux choses. Un, il faut que nous, les journalistes, on trouve de nouvelles façons de diffuser nos contenus, de dialoguer avec les gens qui ne sont pas convaincus par ce qu'on raconte. Donc ça, c'est sûr. Et je pense que très basiquement, quelque chose qui marche assez bien, c'est que autant quelqu'un qui est adepte de cette désinformation ne va pas m'écouter moi, parce qu'en tant que journaliste, je suis dans une position qui ne l'intéressera pas. Il va dire tout de suite, tu es proche des gouvernants, tu es proche des élites, ta parole ne porte pas, je ne t'écouterai pas. Donc ça ne fonctionnera pas. En revanche, ce qui fonctionne, et ça a été montré par des études, c'est que les arguments que je vais développer dans mon émission, en disant, voilà, pour telle et telle raison, le vaccin, tu affirmes que ça va te faire pousser un deuxième nez ou que tu vas avoir une puce 5G dans le bras. Bon, là, je prends des exemples un peu ridicules, mais les arguments que je vais exposer pour dire que ce qu'il raconte est faux, ces arguments-là vont être pris, par exemple, par sa tante, son frère, avec qui il va déjeuner. Et au cours du déjeuner, les arguments que j'aurai exposés moi dans l'émission, eh ben, c'est sa tante, son frère, son ami qui va lui dire « Mais non, tu racontes des bêtises. Ce que je te dis, c'est faux. » Et donc, c'est là que je pense qu'on peut avoir un impact, pas directement sur les personnes qui désinforment et qui sont les gros convaincus, mais à travers les réseaux familiaux. Alors, encore une question vers vous. Les présidentielles se préparent. Toutes ces questions auront encore plus d'acuité dans ce contexte-là. Est-ce qu'un dispositif spécial se prépare? Alors, sur la présidentielle, pareil, on se pose des questions. Est-ce que ce qu'on fait depuis longtemps, c'est qu'on va essayer de fact-checker les débats politiques le plus rapidement possible? On a encore eu des exemples en tête récemment, je ne vais pas les citer. Mais donc, en gros, on se dit, on met les politiques face à leurs contradictions immédiatement. Le problème, c'est qu'on voit aussi que les politiques sont de plus en plus en alerte par rapport à ça. Et ils savent très bien contrecarrer ça. Et là, dans le dernier débat auquel on pense tous, c'était Mélenchon-Zemmour, voilà, sur BFM, les fact-checkers ont été fact-checkés ensuite. Et donc, ça donne une sorte d'impression que finalement, il n'y a plus de faits, puisqu'au final, les faits donnés par les fact-checkers sont ensuite contredits par d'autres faits qui arrivent après, et on arrive en final en se disant, bon, tout se vaut. Et ça, je pense, c'est extrêmement mauvais pour le fact-checking. Donc le fact-checking en direct, qu'on nous demande beaucoup des débats, c'est très limité, parce qu'au final, on peut se retrouver à pinailler sur un chiffre, et les gens vont se dire, mais en fait, c'est ça le débat politique, c'est qu'on va dire c'est 70 000 ou 75 000, est-ce que c'est vraiment ça l'important? Donc je pense qu'il faut qu'on invente de nouvelles façons de faire du fact-checking politique. Et on réfléchit. Alors, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas la solution. Encore ce matin, j'en discutais avec mon directeur de l'information et on se disait, il faut qu'on trouve de nouvelles façons de le faire. On ne peut pas se contenter de rentrer dans le jeu des politiques qui maintenant savent très bien que pendant un débat, on va leur rétorquer quelque chose et qui ont déjà les contre-arguments. Et ça donne une discussion qui est finalement assez stérile, je trouve. Alors, des solutions, il y en a quand même des éléments chez vous, avec votre collègue de France Info, Antoine Krempf. Vous êtes responsable de la cellule de vérification. Ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique et au présidentiel, et en particulier pas les jeunes, de plus en plus. Il y a une désaffection à l'égard des élections. Vous avez des initiatives dans le cadre de l'accès des jeunes à ce type de vérification. Comment faire pour que sur TikTok et ailleurs, vous contribuiez à une meilleure clarté de l'information? Pour poursuivre un peu sur ce qui a été dit précédemment, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de miser sur les utilisateurs, entre guillemets, les consommateurs sur les réseaux sociaux et ailleurs. Alors, nous, on fait du fact-checking politique et du debunking de réseaux sociaux, et à chaque fois, on essaye de se dire, ce sujet-là, c'est bien de le faire à l'antenne, c'est bien de le faire sur le web, c'est bien de le faire sur Twitter, sur Facebook, etc., en essayant de s'adapter au code d'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Concernant les jeunes, les réseaux sociaux TikTok, Snapchat, etc., nous, c'est des réseaux qu'on utilise assez peu. C'est peut-être une question de génération. C'est aussi des réseaux qui sont un peu plus fermés que Twitter et Facebook. On s'est rendu compte en faisant un assez classique, finalement, atelier d'éducation aux médias, qu'il y avait énormément de publications et de sujets qui nous passaient à côté ou qu'on identifiait trop tard, y compris sur la désinformation.
Ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, voilà, on va faire un nouveau produit où ce sont les utilisateurs de ces plateformes qui vont venir avec des éléments, des publications qu'ils ont eux-mêmes vues. Donc ça veut dire avoir une démarche active dans la consommation en fait, des éléments sur TikTok, par exemple, et co-construire ensemble la vérification. C'est-à-dire que nous, on va arriver avec nos méthodes de vérification, nos principes de vérification des sources que font tous les journalistes, effectivement. On va leur donner les outils à disposition qu'on a pour vérifier les images, nos recherches d'images inversées, etc. Et c'est eux qui, au bout du compte, vont finir par vérifier l'information qu'ils ont eux-mêmes identifiée. Alors, en vérification, il existe des standards internationaux. En se parlant avant cette session, on évoquait ensemble the International Fact-Checking Network, qui est basé à New York et dont les standards sont assez bien reconnus dans cette profession émergente. Ceci dit, c'est quand même basé à New York. On a peut-être des besoins un peu différents en France, voire en Europe. Et on parlait ensemble d'avancées possibles dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que notre solution, c'est effectivement de renforcer ce qu'on fait tous, les fact-checkers au niveau européen. C'est juste une expérience un peu empirique, mais pendant la crise sanitaire qu'on a vécue, on a identifié énormément de désinformations qui étaient un peu trans-européennes. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des fausses infos chez nous qui venaient d'Allemagne, qui étaient passées par l'Espagne, par le Danemark, etc. Et on sait que plus on identifie tôt une fausse info, plus on a de chances, en tout cas un petit espoir, de lui couper un peu l'herbe sous le pied. Donc oui, si on a une coopération un peu plus intense avec des fact-checkers des pays voisins, on peut anticiper un peu la diffusion de fausses informations en France. Et par ailleurs, on a un besoin de connaissances effectivement sur ce qui se fait ailleurs. D'accord. Je me tourne maintenant vers Rudi Reichstag, qui est donc directeur de Conspiracy Watch et qui fait également partie de la commission Bronner sur les fake news. Vous avez publié ce livre « L'opium des imbéciles ». En choisissant ce titre, vous indiquez bien que les fake news, ce n'est pas un poison, c'est une drogue addictive. Est-ce que ce qui vous a été exposé par les collègues ici dans le panel vous paraît suffisant ? Est-ce qu'on va gagner cette guerre ? Est-ce qu'on va gagner cette guerre ? De toute façon, il est certain qu'on ne peut gagner que les guerres qu'on accepte de mener. Donc je pense qu'il serait de mauvaise politique que de déserter le champ de bataille, et la politique de la chasse vide n'est pas payante en ces matières. Donc moi je me réjouis de voir que depuis quelques années, des médias de fact-checking ont émergé, sont renforcés et sont pour nous, par exemple, un appui extrêmement précieux. Alors évidemment, on peut porter tout un tas de critiques à l'endroit du fact-checking. Est-ce qu'il faut, comme tu le disais tout à l'heure, pinailler sur des chiffres à 2000 personnes près sur les chiffres d'immigration ? Est-ce que ça a beaucoup de sens ? Bon. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a un soubassement technique, matériel au bouleversement de l'information et de l'accès à la connaissance auquel on est confronté. Et que donc la réponse peut aussi effectivement être technique. Je pense que c'est un bouleversement, si on prend un peu de recul, un peu de hauteur, qui est au moins comparable à celui de l'arrivée de l'imprimerie en fait, au XVe siècle. Ça a eu des conséquences considérables. C'est la réforme. Et on est, je crois, en train de vivre ça avec Internet, et en particulier avec cette configuration très particulière qui est le triptyque smartphone, haut débit, réseaux sociaux, qui donne une chance, je crois, historique en fait, à ces contenus-là, aux théories du complot de se développer, qui sont des contenus qui relèvent de la croyance. D'où le mot opium aussi. L'opium, ça fait aussi allusion au mot de Marx, l'opium du peuple, la religion. Quand l'imprimerie est arrivée, on n'a pas imprimé d'abord des traités mathématiques. Ce qu'on a imprimé d'abord massivement, c'est la Bible. Parlons un peu du futur aussi, et en particulier des recommandations que vous pourriez adresser, vous et ensuite collectivement, après le tour de questions, au pouvoir public. J'ai lu sur cette commission Bronner, je n'ai pas lu grand-chose et j'espère l'avoir fait sur les bonnes sources, qu'il y avait une tentative de judiciarisation de ce secteur. Et avec le prisme que je connais au plan européen, je vois là des dérives possibles vers la censure. Je vois aussi un risque d'être contre-productif vis-à-vis des audiences qui ne sont pas forcément ouvertes à ce fact-checking. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt responsabiliser les plateformes et plutôt que de mener un combat d'arrière-garde
c'est pas le bon mot. Plutôt que de mener un combat sur la défensive en luttant contre les fake news, faire la promotion de la qualité et utiliser des indicateurs de confiance sur les réseaux. Vous savez, à ce stade, vous en savez plus que moi sur la commission Bronner, parce que pour y participer de l'intérieur, on est au tout début, en réalité, de nos travaux. On les a commencés cette semaine, en réalité, et on n'est que mardi. Donc, si vous voulez, on doit rendre un rapport avec et formuler un certain nombre de propositions dans tous ces domaines que sont la manipulation de l'information, les ingérences, notamment informationnelles, désinformationnelles, en l'occurrence, la question de la régulation algorithmique, la question de l'économie des infox également, le financement, non seulement de la haine en ligne, mais de tous ces sites de désinformation. Il y a des champs très vastes ouverts devant nous et on va essayer d'éprouver un certain nombre d'hypothèses, de propositions en menant un certain nombre d'auditions auprès d'experts, parfois de gens qui sont en responsabilité, notamment à la tête des GAFAM. Donc on est au tout début. Donc la judiciarisation, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est forcément dans notre esprit. Quand vous parlez régulation, vous parlez loi, directive ou cadre juridique. Donc, ou droit de la concurrence qui existe déjà, et ça a été évoqué dans d'autres sessions ce matin. Il y a déjà des instruments, pourquoi ne pas les utiliser? Mais c'est une bonne question, pourquoi pas, effectivement. Très bien. Alors à ce stade, je vais permettre à la salle de poser 2 ou 3 questions. Peut-être que quelqu'un de l'équipe des Échos va m'aider, sinon je le ferai moi-même. Et en attendant ça, je vais vous lire 2 questions qui sont venues sur le chat. Et puis on repassera la parole à chacun pour s'exprimer là-dessus. D'abord, la guerre contre les algorithmes des réseaux sociaux n'est-elle pas une guerre de 2017 ? Donc ça va contre ce que je disais. Aujourd'hui, les fakers passent par des groupes Telegram et du bouche à oreille parce qu'ils ont peur du strike Facebook, non ? Or, comment lutter contre quelque chose qu'on ne voit plus en clair? Effectivement, il y a un développement de l'encryption sur les différents réseaux, ce qui est mis en avant pour des raisons de respect de la vie privée, etc. Mais en fait, ça a des inconvénients considérables. Autre question qui s'adresse à au moins 3 d'entre vous. Pourquoi l'ensemble des chaînes du service public ne crée pas une agence transchaîne qui travaille en commun à débunker un maximum d'informations pour arriver à étouffer rapidement les feux de propagation? On y a répondu en partie, mais peut-être que ce n'est pas assez. Et je continue. La logique de chaîne ou de site tient-elle encore au vu de la nécessité de moyens que nécessite le debunking? Et je vais tout simplement me déplacer dans la salle pour le cas où certains d'entre vous aient 1 ou 2 questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Alors vous pouvez y réfléchir et on va d'abord repasser la parole aux intervenants qui sont ici concernant les 2 questions qu'on a reçues sur le chat. Qui veut s'exprimer en premier? Je vais prendre la question des différents moyens. Savoir si c'est un sujet de 2017. Et je vais faire le pont avec ce que disait Julien précédemment. Oui, bien sûr que Facebook a évolué depuis 2017, mais cette guerre-là, aujourd'hui, elle se passe effectivement sur des plateformes comme Telegram, sur une plateforme vidéo comme Odyssey, par exemple, qui a complètement émergé ces derniers mois. C'est une plateforme qui date de septembre 2020. Donc en fait, cette guerre, elle sera perpétuelle. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, et pour revenir du coup aussi sur le terme d'opium des imbéciles, du titre de Rudi Reichstadt. Je crois beaucoup à cette analogie du dîner de famille et du déjeuner de famille. Je pense que c'est vraiment comme ça aujourd'hui qu'on s'informe par du bouche à oreille. En fait, ce ne sont pas des évolutions technologiques, ce dont on est en train de parler. Ce sont des croyances qui peuvent se passer effectivement par l'imprimé à l'époque, qui peuvent se passer par la radio, qui peuvent se passer par les réseaux sociaux, etc. etc. Et donc vraiment, pour moi, la question, elle est celle de aussi comprendre les motivations de personnes qui partagent des fausses informations. C'est pas le tout pour nous de dire ce qu'il en est d'un fait. Il faut aussi comprendre ce qui se passe. On peut s'interroger sur... on l'a fait l'année dernière avec la revue des médias de l'INA, qui est une revue de décryptage des médias, au moment de la diffusion du documentaire Hold Up. On s'est demandé qui sont les personnes qui croient à Hold Up. Réponse, des profs d'éducation aux médias à l'info. C'est profondément déprimant, mais c'est une réalité. Et je crois beaucoup à cette question d'aller comprendre les personnes, beaucoup plus qu'aux questions de régulation de telle ou telle ou telle
plateforme, beaucoup plus qu'à la question du cadre normatif ou de la régulation. On doit, nous, journalistes, faire l'effort de comprendre ce qu'il se passe dans la tête des personnes qui ne nous croient plus, tout simplement. Donc vous avez un diagnostic assez approfondi sur la question. Avant de venir à l'autre question sur l'organisation des ressources, etc., est-ce qu'il y a d'autres avis là-dessus? Est-ce qu'il y a ici des panélistes qui pensent qu'effectivement, on devrait réglementer la chose un peu plus, non pas dans le sens de donner au juge le droit de retirer des posts ou des articles, mais tout simplement d'influer sur les algorithmes des plateformes? Écoutez, simplement pour rebondir très rapidement sur le déplatformage, oui. C'est-à-dire le fait de chasser, par exemple, Donald Trump de Twitter, Dieudonné de Facebook ou d'autres de YouTube, et le refuge qu'un certain nombre d'influenceurs, voire de super influenceurs de désinformation trouvent sur des plateformes émergentes, effectivement comme Odyssey ou comme Telegram. Il faut avoir quand même conscience que ça réduit considérablement la portée de ces choses-là. Dieudonné, par exemple, a été déplatformé de Facebook en juillet 2020. Il était à 1 300 000 abonnés, des abonnés qu'il avait dû avoir au fil des ans, et notamment grâce aux algorithmes de Facebook. Il est parti sur Telegram. Son influence a été réduite très sensiblement, puisqu'il doit être à quelques dizaines de milliers, quelques milliers de followers sur Telegram. Donc évidemment, c'est un coup porté, et dans le cadre d'une guerre qui effectivement est perpétuelle. Est-ce que ce n'est pas un peu noir ou blanc comme approche, de retirer complètement, au lieu de tout simplement attribuer la visibilité en fonction de la crédibilité de la source? Mais je pense qu'il faut faire attention. On peut critiquer les algorithmes en disant que ce qui ressort des algorithmes, c'est des contenus qui favorisent le clash, la controverse et les contenus émotionnels, parce que c'est le cas, et qui vous enferment dans une bulle qu'on connaît tous, une bulle où on pense tous pareil, etc. Critiquer les algorithmes, il faut le faire. Ils sont en train de façonner l'opinion publique. Donc on ne va pas laisser ces géants de l'Internet façonner l'opinion publique. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des censeurs. Ça ne veut pas dire qu'on demande la censure des contenus qui sont dessus. Non, on demande à ce que ces algorithmes donnent une image à peu près réelle de la réalité, des faits notamment, et puis de l'opinion publique, et de ne nous enfermer pas dans des bulles. Ça, c'est une chose. Mais après, ici, on est journaliste. Moi, je ne suis pas favorable à la censure des contenus. Et au contraire, ma question, c'est effectivement comment on fait maintenant qu'une partie des gens se sont déportés sur Telegram et sur d'autres plateformes, comment on fait pour nous, quelque part, s'y insinuer, pour aussi parvenir à faire circuler nos contenus sur ces plateformes-là. Et l'enjeu, il est là. Et moi, ma stratégie, je pense, depuis le début, c'est de penser que c'est par le dialogue qu'on fait ça. C'est-à-dire que tant qu'on se contente de balancer nos contenus et démerdez-vous avec, et après, on a fait notre travail de journaliste, on vous a balancé la vérité, maintenant, vous la recevez ou la recevez pas, c'est votre problème. Tant qu'on fait ça, on perd la bataille. Donc moi, la réflexion, et c'est une réflexion parce que je n'ai pas les solutions, c'est comment on fait pour réengager le dialogue. Donc moi, je vais avec des cartons dans la rue pour parler avec les gens. Alors vous allez me dire que vous ne touchez pas grand monde. Je vais sur Telegram, on va discuter avec les gens et on va essayer de disséminer nos contenus. C'est là que le combat il se gagne. Alors, avant de repasser la parole à Antoine Krempf, il y a plusieurs questions sur l'éducation aux médias et je les résume en vous redonnant la parole aussi à ce sujet. Je voudrais apporter un petit élément qui va vous paraître technique et je sors un instant de mon rôle de modérateur. Au plan européen, les plateformes se sont engagées il y a 4 ans, suite à ce groupe d'experts sur la désinformation. Elles se sont engagées dans ce qui s'appelle le Code of Practice. Elles se sont engagées à mettre en œuvre des indicateurs de confiance dans leurs algorithmes. Et ça n'est pas fait. Et aujourd'hui, enfin la semaine dernière, pour être tout à fait précis, le vice-président de Facebook, Nick Clegg, ancien vice-premier ministre britannique, annonçait qu'il va donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter les algorithmes en fonction de leurs besoins. Ceci va renforcer le phénomène de bulle sociale, c'est absolument évident. Donc, ces indicateurs de confiance sur lesquels on est en principe tous d'accord qu'ils sont importants, ils doivent être alimentés par des experts. Est-ce que ce n'est pas le prochain rôle des vérificateurs, au lieu de faire de la vérification sujet par sujet, d'attribuer une espèce de note de crédibilité, évidemment évolutive, qui pourrait alimenter les indicateurs de confiance. Ayant dit ça, je vous redonne la parole. Je note qu'il nous reste 10 minutes et je prendrai 1 ou 2 questions de la salle. Oui, Antoine. Sur ce que vous venez de dire, je crois que Le Monde avait lancé des codex qui étaient censés référencer les sources d'information en fonction de la confiance qu'on pourrait avoir en eux. Juste pour rebondir sur ce que disait Julien, je pense qu'il y a aussi un boulot qu'on a à faire, nous, sur comment on
s'adapte encore plus aux différents réseaux sociaux qui existent. C'est-à-dire qu'on sait faire de la télé, on sait faire de la radio, on sait faire des articles web. On essaye de plus en plus de s'adapter aussi au code de la viralité sur les réseaux sociaux. C'est quoi un produit journalistique sur les réseaux, sur WhatsApp? C'est quoi un produit journalistique dédié à Telegram? Est-ce qu'on copie finalement les codes de la viralité de gens qui désinforment, qui ont très bien compris comment ça marchait sur les réseaux sociaux? On a toutes ces réflexions-là qui sont en cours et qui est à faire, à mon avis encore plus. Et la deuxième chose, c'est effectivement, pour revenir sur l'éducation aux médias, c'est d'armer encore plus les gens qui sont sur ces réseaux sociaux, même sur les petits, pour leur permettre de répondre mieux aux gens qui désinforment. Très bien. Sur l'éducation aux médias, vous êtes relancé, et vous n'êtes pas le seul à vous impliquer là-dedans. Est-ce que Nathalie a quelque chose à ajouter sur ce point? Pour rebondir sur les dires de mes 4 compagnons, Oui. en termes de solutions, il y a des choses intéressantes, et notamment des bots qui sont créés. Je pense à Maldita, qui est c'est un groupe de fact-checkers espagnols. Ils ont créé un bot qui permet en fait aux gens, au public et à leur communauté de poser des questions et d'envoyer des images, d'envoyer des audios. Et ensuite, Maldita leur répond directement. Et l'avantage que j'y vois, c'est qu'ils font ça aujourd'hui sur une messagerie privée dont je tairai le nom, mais qu'on connaît tous. Et à partir du moment où on peut faire ça, ça incite les gens, via ce qu'ils reçoivent dans leur messagerie privée, à envoyer ces contenus-là en demande de fact-checking. Ça veut dire que c'est un des moyens de réussir à toucher les gens et de réussir à leur donner le réflexe, même si ce n'est pas déjà officiel, déjà viral, sur la partie visible, on va dire, de tout ce qu'on peut voir sur Internet. C'est pouvoir réussir à prendre les choses qui ne sont pas visibles, qui deviennent quand même virales et qui sont très problématiques, et d'avoir des fact-checkers qui peuvent leur dire « Attention, cette image, oui, c'est bon, cette image, non, ne la forwardez pas, elle est mauvaise, et voilà pourquoi ». Et donc, voilà, il y a des choses qui commencent à se mettre en place comme ça, avec des bots notamment, puisque c'est une des solutions de toucher les gens en méthode privée. Et vous pourriez peut-être compléter votre intervention en répondant à la question que je vois ici. C'est quelqu'un qui veut faire passer l'idée d'un travail collaboratif entre journalistes et citoyens. C'est ce que vous disiez un petit peu au début de votre intervention. Est-ce que ça peut aller plus loin ? Alors moi, je suis très idéaliste sur le fact-checking. Pour moi, je suis journaliste depuis déjà plus de 25 ans. Et pour moi, c'est vraiment le thème, le sujet dans lequel je retrouve tous mes collègues journalistes, quel que soit le média, quel que soit le pays, avec qui on discute et on parle ensemble et on avance ensemble. Donc pour moi, cette collaboration, elle existe déjà. Elle n'est peut-être pas très très visible pour le public qui va effectivement avoir des choses qui vont se faire sous des enseignes ou sous des marques, mais très clairement, il y a déjà une grosse collaboration. Je ne sais pas si mes amis ici sont d'accord, mais pour moi, c'est vraiment déjà quelque chose qui fonctionne. Fact-checking et collaboration, pour moi, Merci Nathalie. Je donnerai la parole pour 40 secondes à chacun d'entre vous pour peut-être insister sur un point. Mais avant ça, j'avais promis de donner la parole à la salle. Très brièvement, s'il vous plaît. Qui êtes-vous ? Quelle est votre question ? Alors, bonjour, je suis Jérôme Bonnet, je travaille pour RT France. La question que je me posais, en fait, ce phénomène des fake news sur les réseaux sociaux, à mon avis, il repose sur 2 jambes. La première, ça a déjà été évoqué, des contenus très courts, reposant sur l'émotion, très faciles à partager, etc., bien sûr. L'autre, c'est également le déficit de confiance envers les médias qui est malheureusement croissant. Je m'auto-flagelle aussi, je suis journaliste comme vous. Quelle est votre question ? Je me demande, sur quoi se base ce déficit de confiance ? Peut-être parce que parfois, il n'y a pas suffisamment de distance par rapport à la parole publique. C'est-à-dire que les pourvoyeurs de fake news, depuis les temps immémoriaux, c'est aussi les hommes politiques. Et lorsque, par exemple, M. Castaner dit que des gilets jaunes ont attaqué un hôpital, c'est relayé très vite, y compris sur le service public. Et il faut attendre 24-48 heures avant que, et encore pas de façon toujours très honnête, il y ait des mea culpa qui soient faits. Merci pour votre intervention. C'est pas justement, effectivement, favoriser le développement des fake news. Est-ce qu'il ne faut pas plus de distance vis-à-vis du pouvoir, autrement dit ? Merci. Entendu.
Oui, très brièvement, pour et la vous chaîne concluez russe en même temps. Châteaudet. Julien, J'ai entendu ça. Vous travaillez pour la chaîne russe rue Châteaudet. D'accord. Vous nous demandez d'être plus éloigné du pouvoir. C'est bien ce que vous m'avez dit. D'accord. Donc je vais répondre. Écoutez, l'indépendance du journaliste, c'est effectivement une question extrêmement importante. Et quand vous prenez cet exemple de réagir extrêmement rapidement, quand on dit qu'un hôpital est attaqué par des manifestants, moi je travaille dans une télévision publique, hein, comme vous, et on n'a pas le gouvernement qui nous appelle pour nous dire faut dire ça, ça marche pas comme ça. Simplement, nous, quand on voit les images, qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est est-ce que c'est vrai ou faux? Et ça mérite de l'enquête. Et ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que l'enquête, ça prend du temps. Et que donc, si on veut la réponse en 2 secondes, on va vous dire des bêtises. Donc après, on peut nous demander d'avoir la réponse tout de suite, mais ceux qui ont la réponse tout de suite, c'est qui? C'est les gens qui disent n'importe quoi en général, qui répondent du tac au tac. Nous, on a besoin de temps, on a besoin d'enquête. Et je pense qu'il y a aussi de la pédagogie à faire avec les gens pour comprendre que ce travail de fact-checking, d'enquête... Attendez, je finis ma phrase quand même. Ce temps de fact-checking et d'enquête, il prend un minimum de temps. Et je vous laisserai mes 40 secondes si vous voulez à la fin. Mais vous les avez prises, en fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Antoine Krempf, vous voulez insister sur un point? Si vous n'êtes pas prêt, on passe la parole à Rudy. Non, mais c'est les 2 points dont je parlais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut qu'on diversifie encore plus nos manières de communiquer, mais y compris sur la forme, puisque le fond reste le même. On est journaliste, on vérifie les sources, et qu'on se penche plus sur comment investir ces procédés journalistiques dans le public, dans les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ou qui nous lisent. Merci Antoine. Rudy, on revient à la question. On va gagner cette guerre? Écoutez, on parle beaucoup de fact-checking, on parle de debunking, en bon français, la démythification. Nous, on explore une piste depuis quelques années maintenant qu'on appelle de plus en plus dans la littérature le pré-bunking, c'est-à-dire être attentif aux signaux faibles qui se manifestent, documenter tout cela pour que le jour où on a une crise informationnelle, on puisse avoir déjà des ressources disponibles. C'est ce qu'on s'est attaché à faire. Par exemple, lorsque le film Hold Up l'année dernière était sorti, ce film complotiste en novembre 2020, on avait déjà référencé sur Conspiracy Watch les profils de la plupart des intervenants de ce film. Et on le fait sur des protagonistes de la complosphère, sur des médias complotistes, sur des notions complotistes. Il faut souligner simplement que dans cet exercice, le travail de plateformes comme celle du Décodex citée par Antoine, mais notamment d'un média qui s'appelle NewsGuard et qui enquête de manière remarquable sur chacun de ces médias d'information est extrêmement précieux. On y trouve quand même, et le grand public peut y trouver matière justement à se méfier. Il y a tout un marché de ces outils et c'est très encourageant. Je voudrais repasser la parole à Nathalie, peut-être pour un mot de conclusion. Mon mot de conclusion, c'est qu'aujourd'hui, l'un de nos rôles, c'est vraiment de permettre de fournir au public, aux gens, à tout le monde, les moyens d'exercer leur esprit critique. Et c'est vraiment ça qui fera qu'un jour ou l'autre, on aura une balance positive dans ce combat contre les fake news. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est fait et tout ce qui est à venir pour pouvoir juste permettre aux gens d'avoir leur propre avis sur les choses et pas de toujours être influencés par tout un tas de choses. Ce jour-là, on avancera bien sur ce combat. Antoine, il y a une question qu'on n'a pas complètement reprise, que j'avais évoquée plus tôt, qui est la question des moyens à mettre ensemble dans l'audiovisuel. Vous en êtes un exemple. Est-ce que c'est suffisant ? On peut toujours se dire qu'on peut faire plus, bien sûr. Moi, j'appelle déjà à être humble et à voir ce qu'on réussit à faire, à tester ensemble des choses qui pourraient être généralisées. Ce qu'on teste avec France Télé, si ça marche, on se dit qu'on va pouvoir le généraliser à une échelle sans doute beaucoup plus importante. Mais soyons aussi humbles là-dessus et essayons, testons, rencontrons, échangeons à longueur de temps. C'est comme ça qu'on pourra y arriver. Une dernière phrase, Julien ? Non, mais j'ai déjà claqué mes 40 secondes. J'ai bien compris. Mais non, je finirai juste en disant que moi, je ne me sens pas en guerre contre personne. Je ne me sens pas en guerre contre les fake news. Je me sens en recherche de liens avec des gens qui ne croient plus en nous.
je me sens au contraire en recherche de lien social avec des gens et pas du tout en guerre. Voilà, je voulais finir comme ça. Très bien. Et ma conclusion à moi, c'est qu'il faut faire la promotion de la qualité. On a là des contenus de qualité vérifiés qui sont mis en avant. Il y a beaucoup d'autres contenus de qualité. Il ne faut pas être uniquement sur la défensive, il faut être sur l'offensive. Et on peut le faire en exigeant des plateformes qu'elles mettent en œuvre ce qu'elles se sont engagées à faire. Merci beaucoup aux organisateurs, France Info et Les Échos. Cette session est maintenant terminée. Merci.